Connaissez-vous le leapfrogging, un terme économique anglais qui signifie le saut de grenouille, l'évolution radicale qui saute des étapes intermédiaires de développement? Un terme tellement poétique qu'on penserait qu'il était inventé pour le continent africain, et c'est ce à quoi on pense quand on parle de l'évolution radicale du digital en Afrique. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe parle même d'un saut de l'âge de pierre à l'âge digital. C'est ce que nous tenterons de comprendre dans ce nouveau numéro de La Grande Palabre. C'est pour ça qu'on l'a intitulé « L'avenir de l'Afrique est-il dans la tech ?» Bienvenue à tous en direct sur France 24. Merci aux internautes qui nous reçoivent et qui nous suivent, que j'encourage d'ailleurs à intervenir. N'oubliez pas que cette émission est d'abord et avant tout la vôtre. Merci à nos invités qui ont accepté de participer à cette émission. Omar Cissé, promoteur et directeur général d'InTouch. Bonjour Omar. Bonjour. Max Cuvillier, directeur du programme Ecosystem Accelerator de GSMA. Enchanté. Bonjour, bienvenue Max Cuvillier. Alors, donc, on va essayer de comprendre. Omar Cissé, souvent décrit comme pauvre et sous-développé. Pourtant, on a l'impression que le continent africain, en matière de tech, a effectué un saut dans le temps de façon assez spectaculaire. Effectivement, quand on prend l'exemple du développement du mobile money en Afrique, globalement dans le monde, on parle aujourd'hui d'un peu plus d'1 milliard de dollars de transactions par jour. L'Afrique, quand on prend l'Afrique subsaharienne et le MENA tout compris, représente un peu plus de 51% de ces transactions, pendant que l'Europe représente à peu près un peu plus d'1%. Nous sommes évidemment en train de vivre une ère où sur des technologies données, sur des usages donnés, l'Afrique est en train de prendre le pas sur le monde et nous pensons que le leapfrogging est devenu une vraie réalité en Afrique. Ah oui, justement, Max Cuvillier, il parlait justement du mobile. Ça, c'est votre domaine dans lequel vous avez travaillé depuis plus de 10 ans et 6 ans à GMSA, si je me trompe. Et alors, justement, que représente pour vous, justement, que représente la manne ou l'importance, on va dire, du mobile et du smartphone en particulier? Parce qu'on sait que ça coûte une fortune quand même, jusqu'à 1 000 $ en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, tous les smartphones ne valent pas 1 000 $. Il y a des smartphones de moins en moins chers, de l'ordre de 100 $ ou 200 $. Par contre, la réalité aujourd'hui, c'est la contribution du mobile déjà à l'économie africaine. On estime à peu près, nous, que c'est 7% de l'économie africaine qui passe par le digital, soit à peu près 100 milliards de dollars par an. Ça représente quand même un paquet d'argent. Le nombre de personnes qui ont accès au mobile, on est à peu près à un demi-milliard. Aujourd'hui, 40% ont accès à l'Internet via leur mobile. Et n'avaient pas accès à l'Internet avant. Souvent, c'est des gens qui sont, on parlait de leapfrogging, qui ne sont pas passés par l'ordinateur pour avoir accès à Internet. Ou le téléphone fixe, d'ailleurs. Le téléphone fixe, voilà, qui ont directement accès à leur téléphone. D'ici 2025, ce sera 90% des utilisateurs de téléphone en Afrique qui auront accès à l'Internet, au digital, via leur téléphone. Et alors, qu'est-ce que ça change, ça, dans les habitudes des consommateurs et dans la vie des gens, cet accès au téléphone portable, dans la vie quotidienne, en fait, finalement? Ça change énormément de choses dans les usages. Comme vous le savez, aujourd'hui, ne serait-ce que payer une facture d'eau, d'électricité en Afrique relevait d'un vrai défi parce que on pouvait voir des files d'attente très longues juste pour venir payer sa facture d'eau et d'électricité. Du fait que les gens, le taux de bancarisation en Afrique, on parle quand même de moins de 20%, et donc 4 adultes sur 5 qui ne disposent pas de compte bancaire. Et là, avec des outils comme le mobile money, on peut rester chez soi, on peut à côté de la boutique du quartier déposer de l'argent, payer sa facture d'eau, payer sa facture d'électricité, et pourquoi pas épargner. Donc ça change vraiment la vie des populations aujourd'hui. Alors justement, restons sur ce domaine-là avec vous, Omar Cissé. Donc vous avez créé un agrégateur de paiement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc au sein de InTouch, là, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça fonctionne? Nous sommes partis de ce constat simple qu'en Afrique, il y a beaucoup de solutions de mobile money qui sont développées, mais autour du mobile money aussi, nous avons beaucoup d'autres solutions qui sont digitalisées dans le paiement de factures dont je parlais tout à l'heure. Et selon les chiffres du GSMA d'ailleurs, 58% de ces transactions passent aujourd'hui par des points physiques. Ça passe par la boutique de quartier, le salon de coiffure, la pharmacie, parce qu'il faut venir déposer de l'argent, on a besoin de retirer de l'argent ou juste payer quelque chose.
Si le marchand qui représente aujourd'hui un maillon important de cette chaîne-là se retrouve en face d'une quinzaine d'acteurs entre le mobile money, le paiement de factures, l'assurance, et que pour chaque acteur, il doit signer un contrat, pour chaque acteur, il dispose d'un téléphone ou d'une interface web, pour chaque acteur, s'il a un problème, il faut qu'il ait un numéro pour appeler, et pour chaque acteur aussi, on parle de prépaiement, il a besoin de déposer de l'argent chez cet acteur-là ou de retirer l'argent quand il en a besoin, c'est extrêmement compliqué pour ce marchand. Donc, vous avez inventé une solution qui simplifie tout ça, en fait. Exactement. Nous lui proposons de signer un seul contrat qui est avec Touch. Nous lui proposons d'avoir un seul device qui est très souvent un seul terminal qui est très souvent un terminal mobile qui peut être aussi un PC, mais aussi nous lui permettons d'avoir un seul stock. Ça veut dire qu'il dépose de l'argent une fois, il a accès à toutes les solutions, que ce soit une solution de mobile money, de paiement de facture, une solution de paiement tout simplement, mais aussi d'assurance et tout ce qui est service qui peut être digitalisé. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Alors, on en profite pour accueillir nos internautes qui nous rejoignent pour cette conversation, parce que vous savez que cette émission, donc La Grande Palabre, est en direct sur Facebook. Et donc, nos internautes peuvent intervenir et on est très présents sur le continent africain, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, Ahmad qui nous dit, bien sûr, la tech est une opportunité pour l'Afrique. Alors, lui, sans doute, c'en est un qu'il ne faut pas convaincre, qu'il ne faut pas convertir. Siméon qui nous dit, le numérique est un domaine promoteur de développement en Afrique. Donc ça, on verra ça dans le détail au cours de cette émission. Donc merci Siméon de sa participation. Et Arnold qui nous dit, la tech permettra à l'Afrique de se doter des monnaies alternatives comme les monnaies digitales en remplacement des monnaies coloniales comme le franc CFA. Alors ça, c'est le débat qui revient assez souvent. Souvent, on a des gens qui en profitent pour nous parler du franc CFA. Mais est-ce que finalement, il y a quelque chose de vrai là-dedans, dans ces monnaies digitales, dans ces crypto-monnaies? Est-ce que ça peut être une alternative Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore aux crypto-monnaies. Par contre, il est clair que l'Afrique a pris énormément d'avance sur tout ce qui est paiement digital, ce qui permettrait l'émergence de super-monnaies, de monnaies supranationales. Oui, ça pourrait être une piste, pas. Quoi. Il faudrait de toute façon que ça passe par le digital. On n'imprimera pas de nouvelles monnaies. Oui, ça c'est sûr. On ne va n'imprimera pas pas retourner en arrière. Non. On ne va pas faire un leapfrogging à l'envers. Alors justement, est-ce que finalement l'Afrique, c'est une nouvelle terre des géants de la tech, de bataille de ces géants de la tech? Et l'avenir du continent est-il dans la tech? Nous avons posé la question à Hawiya Mohamed, qui est cofondatrice avec Amine Youssouf du salon Afrobytes, salon dédié à la tech africaine qui se tient aujourd'hui à Paris à la station F. Nous l'avons rencontrée et on l'écoute. Oui, en effet, aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas le continent africain, est un enjeu énorme pour les grands groupes tech internationaux. Un certain nombre aujourd'hui s'installent sur le continent parce qu'ils ont bien compris les enjeux, ils ont bien compris les challenges et surtout ils ont compris que c'était la dernière frontière du business, la croissance qui est assez intéressante et surtout les usages, la démographie et puis surtout l'accès à Internet. Aujourd'hui, quand vous voyez les tech entrepreneurs, dès qu'ils ont accès à la connectivité, la première chose qu'ils font, eh bien, écoutez, ils essayent de résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'on les appelle, ces fameuses compagnies, des problem solving companies. Ah bah voilà, donc Hawiya, est-ce que justement vous souscrivez à ce qu'elle dit, elle? Tout à fait, sur la partie problem solving. Il y a une manière de voir ça comme des problèmes, une manière de le voir comme des opportunités. Mais il y a quand même énormément de sujets, que ce soit l'agriculture, la santé, on a déjà parlé pas mal des paiements, ça peut être la collecte des taxes municipales. Il y a énormément de sujets où la tech peut apporter des solutions qui vont simplifier, réduire les coûts et à la fin de la journée, améliorer le service pour les utilisateurs finaux. Oui, j'adhère tout à fait. Oui. et vous, votre réaction donc, par rapport à... Et très certainement, les techs, aujourd'hui, ont un apport considérable au niveau du continent et on le voit tous les jours, vu la croissance des transactions et l'évolution surtout des usages. On parle des usages les plus basiques qui se faisaient de la tech, mais aujourd'hui, vers des usages qui participent très clairement au développement. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage, des vraies innovations qui sont en train de sortir de tout cela. Ouais. Alors justement, je vais prendre un témoignage, Sissoko, qui nous dit « Ah, ça nous a beaucoup aidé, surtout avec Mobile Orange Money, Wari Transfer, auparavant nationalement. Certains envois se faisaient de la main à la main, mais
les opérateurs nous extorquaient, surtout au Mali. Alors, c'est un consommateur un peu mécontent avec Orange. Alors, c'est peut-être un message personnel. Alors, je n'ai rien personnellement contre Orange, mais voilà, c'est le message, vous le transmettez tel quel. Adama qui dit, moi, je suis développeur web et au Mali, et dans mon pays, la connexion coûte cher. Ça aussi, c'est une vraie question, finalement. C'est que, voilà, il y a une disparité sur de la couverture sur le continent. Il y a des endroits où il y a une connexion extrêmement bonne, extrêmement rapide, 4G, etc., en Afrique et au Sénégal en particulier. Puis d'autres endroits où ça capte pas du tout, justement. Ouais. On est d'accord, Max et Cuvillier. ça demande énormément. On a tendance, les consommateurs ont forcément tendance à se tourner vers l'opérateur mobile comme étant la raison. Il faut quand même rappeler que les opérateurs mobiles, chaque année, investissent à peu près 7 milliards d'euros en Afrique pour l'extension, la maintenance, l'amélioration des réseaux. Ça représente à peu près, si je ne me trompe pas, le PIB du Niger, qui chaque année investit dans les réseaux. Par contre, ce que disait Omar tout à l'heure, si on reprend l'exemple des paiements mobiles, il y a besoin d'une infrastructure physique derrière. Parce que les gens oublient souvent que ce n'est pas uniquement du virtuel, ce n'est pas uniquement le téléphone, il faut un réseau qui prend du temps, qui prend de l'argent à construire, à maintenir. Et il faut aussi des réseaux de distribution qui, en particulier quand on est à des phases assez jeunes de lancement de services, coûte assez cher à maintenir, ce qui doit avoir au début un impact sur le prix. Oui, bien sûr. Et alors, je vous propose là de suivre un reportage qu'on a fait au Cameroun sur une jeune Camerounaise, Ariel Kitio, qui d'ailleurs a remporté le prix un des prix de la femme digitale de l'année. Son entreprise développe des systèmes pour initier les enfants au code informatique, parce qu'il est aussi question, au-delà de tout ça et derrière tout ça, de la formation. Comment est-ce qu'on forme justement toutes ces populations à maîtriser les outils informatiques? Je vous propose d'écouter le reportage qu'on a tourné là-bas. Nom du fond, change le nom du personnage. Une petite salle, un ordinateur et une plateforme numérique. Un nouvel univers pour cette adolescente de 14 ans qui découvre les techniques de codage. Nom du fond, change le nom du personnage. Une petite salle, un ordinateur et une plateforme numérique. Un nouvel univers pour cette adolescente de 14 ans qui découvre les techniques de codage informatique sous la supervision d'Ariel. Dans les locaux de sa start-up, cette doctorante en génie logiciel de 26 ans donne corps à son rêve, initier des milliers de jeunes Africains aux techniques du code. Notre mission, c'est de créer la nouvelle génération de la technologie en infusant aux enfants de 7 à 15 ans environ la passion de la science et l'amour de la technologie. Une passion qui pousse Ariel à sillonner les routes du continent. Ce jour-là, elle file vers Douala, la capitale économique de son Cameroun natal. Dans ce lycée, elle est attendue avec impatience par une trentaine de nouveaux initiés au codage informatique. Ces adolescents travaillent sur le logiciel ABC Code conçu par Ariel, un outil qui permet à ces enfants de créer leurs propres applications numériques. Patricia et Daniel, à peine âgés de 12 ans, ont ainsi inventé un module de sensibilisation à l'autisme, une maladie qui touche un enfant sur 160 dans le monde. J'ai eu un camarade qui est autiste et tout le monde passait le temps à se moquer de lui. Grâce à ce projet, je pourrais montrer ça à mes camarades. Ils pourront s'intéresser et changer leur avis par rapport aux autistes. Découvrir les talents locaux pour les transformer en outils numériques utiles à l'Afrique. L'obsession quotidienne d'Ariel qui voit grand pour ses protégés. Ma vision, c'est que demain, quand on parle de Jack Ma, on parle de Zuckerberg, on parle de Bill Gates, qu'il y en ait un qui soit passé par ici et qui apporte des solutions pertinentes par rapport à notre contexte. Grâce à son travail d'initiation aux sciences et à la technologie, Ariel et son équipe ont déjà formé plus de 6500 enfants en Afrique et son aventure ne fait que commencer. Alors justement, donc Omar Cissé, vous avez entendu le témoignage et le travail d'Ariel Kitio qui travaille au Cameroun et qui justement forme les gens. Est-ce que la formation pour vous en tant qu'entrepreneur justement, pour pouvoir recruter derrière, est-ce que c'était un enjeu? Est-ce que c'était vraiment un défi ou ça se passe relativement bien pour vous, notamment au Sénégal? Ma conviction, c'est que si nous devons vraiment être un acteur qui compte aujourd'hui dans la technologie et que ce saut technologique dont on parle, qu'on puisse le vivre pleinement, il nous faut cette masse critique de population bien éduquée et bien formée. Et cette éducation-là, je suis convaincu qu'elle devrait partir du plus jeune âge, de la maternelle éventuellement, parce que le coding
n'est pas très compliqué. Je suis de formation développeur de base et je pense que si on pouvait accompagner les jeunes depuis la maternelle à faire du coding, les accompagner tout au long de leur cycle et faire en sorte que ces jeunes qui sortent de ces formations puissent demain créer des startups, être accompagnés dans les incubateurs dont on parle et tous ces outils de l'écosystème, nous devrions de plus en plus mieux structurer notre écosystème et faire en sorte que nous puissions apporter de meilleures réponses technologiques à nos défis. Oui. Et alors, Max Cuvillier, est-ce que justement, pour vous, ça c'est un enjeu, notamment dans le mobile, la formation, qu'est-ce que ça représente? Oui, tout à fait. Il y a cet enjeu de formation, il y a même l'enjeu d'éducation pour commencer. Et le mobile peut être un outil assez puissant. Il y a une start-up, par exemple, du Kenya qui s'appelle Eneza Éducation, qui a maintenant lancé en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui permet à des enfants, de la primaire au secondaire, d'accéder à des quiz, à des questionnaires, à de l'information via SMS. De façon ludique. De façon assez ludique et qui leur permet, ils se sont rendus compte en fait que l'après-midi, souvent, les enfants n'allaient pas à l'école parce qu'aider les parents, mais ça leur permettait le soir de rattraper un petit peu le retard pris dans l'après-midi. Oui, alors ça c'est, en tant que parent, moi je vois tout de suite les gens qui s'inquiètent en disant le temps d'écran, le temps d'écran, le temps d'écran. Alors en parlant pas de ça, mais j'ai une intervention quand même que je voulais vous lire qui était un peu intéressante. C'est Cherna qui nous dit que l'Afrique doit d'abord, ce dont l'Afrique doit d'abord se préoccuper, c'est peut-être de l'eau potable, de l'électricité. Notre problème, c'est qu'on aime imiter les Européens alors qu'on n'a pas d'eau potable et pas d'électricité. Et c'est une vraie question, Omar Cissé. Il y a des endroits où les gens ont des portables, mais ils n'ont pas d'eau. C'est une vraie question, mais je pense que déjà, c'est pas parce qu'on parle de la technologie qu'on va oublier les autres problèmes, mais je pense que la technologie peut être un vrai enabler, un vrai levier pour trouver des solutions, apporter des solutions à ces problèmes. Quand on parle, par exemple, de l'irrigation dans un pays comme le Niger, on voit une start-up qui a trouvé une solution pour rationaliser l'utilisation de l'eau grâce à la technologie. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans la technologie, mais on pourrait optimiser et être beaucoup plus performant en utilisant la technologie pour résoudre nos problèmes. Oui, alors, bon là, on va passer à la partie financement, parce que tout ça, ça coûte de l'argent, évidemment, et c'est le nerf de la guerre. Même si l'Afrique a le vent en poupe, c'est ce qu'on me dit, c'est très à la mode, qu'il est plus facile de lever de l'argent aujourd'hui quand on est en Afrique pour une start-up, mais ça reste quand même un problème. C'est pas les mêmes montants en tout cas que l'Europe, ça c'est certain. Non, c'est pas les mêmes montants, mais il y a quand même une accélération qui est assez encourageante. Aussi une diversification, je disais tout à l'heure que l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, l'Égypte avaient tendance à absorber jusqu'à 90-95% du financement, ces taux diminuent. Il y a de l'argent qui est mis dans des startups qui sont dans les pays d'Afrique francophone, par exemple, ce qu'on voyait assez peu encore il y a 3-4 ans. C'est pour moi un très bon exemple. Et on a, sur les 18 derniers mois, une vingtaine de startups en Afrique qui ont levé plus de 20 millions de dollars. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. C'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter, en parlant d'investissement et de levée de fonds, Rebecca Enochong, qui est camerounaise, qui a été aussi femme digitale de l'année, désignée parfois comme la femme la plus puissante dans la tech en Afrique. Vous me direz ce que vous en pensez, qui est à la tête d'AppTech, qui propose des solutions globales pour des applications des entreprises. Elle a un message particulier pour les jeunes entrepreneurs et après, je vous fais réagir juste après là-dessus. On sait vraiment qu'il est difficile pour qu'une start-up, où qu'elle soit dans le monde, survive. Mais si on est persévérant et si on est prêt à faire des sacrifices et si on est prêt à redémarrer après un échec, on va réussir. Et j'encourage vraiment tous les jeunes, toutes les jeunes start-up et surtout à persévérer. Parce que le chemin, il est long, mais ça en vaut la peine à la fin. Ah, ça en vaut la peine à la fin. Omar Cissé, donc d'InTouch, vous, est-ce que justement vous avez dû rester, vous êtes encore là, donc ça veut dire que vous avez survécu, Nous avons l'avantage d'avoir effectivement pu faire notre première levée de fonds en 2017. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive en Afrique, mais pas dépendamment du niveau d'avancement de la start-up, ça peut être simple ou pas de prétendre lever des financements.
On a beaucoup de fonds qui arrivent, qui sont sur des niveaux d'investissement assez hauts. Et on a très peu, par contre, de financement sur de l'amorçage. De l'amorçage qui, aujourd'hui, quand on prend un pays comme le Sénégal, le Cameroun et autres, il y a beaucoup d'entreprises naissantes qui arrivent à faire un peu la preuve de concept de leur business, mais qui ont du mal à passer à la prochaine étape. Et malheureusement, la plupart des fonds les attendent à la prochaine étape. Il nous manque encore ce gap de financement-là qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait plus d'entreprises aujourd'hui qui puissent Mais vous, dans réussir. votre incubateur, est-ce que vous ne faites pas ça justement? Est-ce que vous n'aidez pas des jeunes entreprises à l'amorçage? On a beaucoup d'incubateurs dans les différents pays, dont le Sénégal, effectivement, où on accompagne ces jeunes à se structurer, à se développer. Nos incubateurs, en mon sens, sont encore faibles et donc n'arrivent pas à structurer comme ils pourraient le faire, ces entreprises-là, afin que ces dernières puissent prétendre à plus de financement. Et nos écosystèmes ne sont pas assez matures aujourd'hui aussi pour que ces entrepreneurs-là puissent se développer et atteindre l'autre niveau pour lever ces fonds. Alors justement, Christian Génicou, expert en entrepreneuriat innovant, qui a lancé un peu un pavé dans la mare en disant qu'il en avait un peu marre de la start-up mania, disant que beaucoup de ces entreprises, c'était un peu comme des coquilles vides, en fait, que finalement, elles ne perduraient pas. Qu'est-ce qui fait que, justement, une entreprise peut perdurer dans le temps, en tout cas une jeune start-up, Max Cuvillier? Je dirais la première chose, c'est le talent des fondateurs et de l'équipe au départ. C'est ça qui fait la différence, parce qu'une start-up, par définition, va devoir changer son modèle économique, va devoir s'adapter au marché. Si les compétences sont là, souvent, ça permet d'avancer. Après, coquille vide, oui, mais il y en a en Afrique, il y en a en Europe. Je pense que le monde des start-up fait qu'il y a 100 start-up au départ, qu'il y en a 50 qui vont survivre la première année, et puis 20 qui survivront la deuxième et qui grandiront. Donc, c'est à peu près normal. Après, oui, parfois, il y a peut-être trop de visibilité donnée à certains projets qui n'ont pas forcément de l'impact et qui n'ont pas forcément vocation à rester, mais il y a assez de projets intéressants qui lèvent des petits montants, comme disait Omar, qui va leur permettre de grandir pour s'intéresser à ça et pour être optimiste, selon moi. Alors, parlons d'innovation. Est-ce que l'Afrique, finalement, c'est une terre d'opportunités et de marché, ou c'est potentiellement aussi une terre d'innovation? On pense évidemment à Moustapha Cissé et le laboratoire d'intelligence artificielle construit par Google au Ghana. Est-ce que, voilà, quelle carte l'Afrique peut jouer dans ce domaine-là? L'Afrique est très clairement une terre d'opportunité. Quand on a tous les défis auxquels nous faisons face, très clairement, il nous faudrait apporter des solutions à ces défis. Et pour une start-up, je pense que c'est le cadre idéal. C'est le cadre idéal pour innover. Donc, les innovations devraient découler de cela. Et l'avantage qu'ont nos start-up aujourd'hui par rapport à ce qu'on vivait il y a 10 ou 15 ans, où on importait des solutions, on les appliquait partout et ça marchait. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. On a des start-up qui naissent parce que ces start-up-là résolvent des problèmes locaux. Des problèmes qu'une grande boîte venue d'ailleurs ne pourrait pas forcément régler, et c'est donc une réelle opportunité sur laquelle nos startups surfent aujourd'hui. Ouais. Et alors, j'en profite pour dire aux gens qui nous rejoignent encore, Zakaria, qui nous suit depuis Djibouti, on le remercie, bienvenue. Bujumbura, Burundi aussi, on est très écoutés dans l'Afrique de l'Est, on le remercie. Évidemment, il y a des gens de Bara, de Dakar, forcément. Non, ce n'est pas un parent à moi, donc je vous le dis, je ne connais pas ce Bara. Jules, vu l'ensemble du continent africain et ses différentes ressources, je dirais qu'il représente un immense marché. C'est ce qu'il dit, il rejoint Omar Cissé dans votre sens, il va dans votre sens, Jules, pour les grands groupes. Et la technologie est une opportunité pour les Africains eux-mêmes. Voilà. Mamadou qui nous dit quel impact peut avoir le paiement digital sur l'emploi en Afrique. Et c'est d'ailleurs une des questions. Une question et un volet qui est très peu abordé, évidemment, de la tech. Il y a une espèce d'euphorie autour de la tech. C'est l'envers du décor, finalement. Par exemple, le coût humain. Est-ce que un des enjeux principaux, ici en France et en Occident en particulier, qui a une grande inquiétude, c'est l'ubérisation de la société, comme quoi ce monde pourrait être la casse du code du travail et donc empêcher les gens de travailler. Je vous propose d'écouter Aweya Mohamed d'Afrobytes, qui, elle, a un point de vue un petit peu différent sur ce sujet-là, et on en parle juste après. Point de vue, on se place
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie informelle sur le continent africain et je pense que justement l'ubérisation aujourd'hui permet de structurer un peu ce marché-là et de donner d'autres possibilités à des entrepreneurs, des artisans qui n'étaient pas finalement connectés. Là, vous avez par exemple aujourd'hui des startups qui arrivent aujourd'hui juste avec un téléphone portable à donner de la visibilité à une artisane qui est au fin fond du Kenya et qui arrive justement à vendre des bijoux à San Francisco. Max Cuvillier. Alors moi, personnellement, je suis convaincu que le potentiel de la tech, il est plus positif que négatif, mais la question de l'emploi se pose vraiment. On estime qu'à peu près 15 millions de jeunes vont rejoindre le marché de l'emploi en Afrique chaque année, l'équivalent de la population du Sénégal, je crois. Absolument. Et il faut vraiment que les emplois qui pourraient être perdus par une rationalisation d'activités qui n'étaient pas forcément très bien gérées, créent plus d'emplois qu'elles n'ont détruit. Il y a des exemples quand même sur tout le domaine médical, le fait de créer des identités médicales universelles, par exemple, comme ce que fait Key Medicals au Bénin, peut permettre au final au secteur de la santé de mieux structurer, de mieux servir les patients et de donc créer des opportunités d'emploi dans ce secteur. Oui. Et Omar Cissé, alors là, on a parlé de cet impact sur la casse du droit du travail, l'ubérisation de la société. Il y a aussi un autre volet qui est aussi qui inquiète un petit peu, c'est l'éthique finalement, disant que Google, Facebook, les grands groupes finalement ont des intrusions dans les vies privées, etc. Est-ce que ça, c'est une préoccupation que vous avez à InTouch, vous? Est-ce que... Je pense que via la technologie, on n'essaie pas forcément de faire fi de ça. Il faut d'abord qu'on se dise que ces grands groupes, un entrepreneur globalement, il navigue dans un monde d'opportunités. Il essaie de capter ces opportunités tant que c'est légal. Dans la légalité, autant que faire se peut. Et c'est donc là tout l'enjeu de la régulation dans les différents secteurs, dans le paiement, sur Internet, etc., sans que ça ne casse l'innovation. Ouais. Et je pense que chacun doit jouer son rôle, mais en jouant son rôle, les régulateurs devraient faire en sorte que l'innovation puisse continuer à prospérer, parce que je suis convaincu que la technologie crée aujourd'hui plus d'emplois qu'elle n'en détruit. Et alors, on va écouter donc un dernier témoignage, Rebecca Enonchong, toujours elle d'ailleurs, et qui prône, si vous voulez, elle défend une idée différente, comme quoi on pourrait faire de la tech en Afrique différemment. On l'écoute. Il est temps pour nous en Afrique d'avoir nos propres modèles de développement technologique. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelles sont les valeurs que nous voulons dans la technologie et quelle est l'éthique par laquelle nous, on va développer nos technologies. On parle beaucoup des Facebook et des risques qui sont associés à ces grandes entreprises, mais il faut qu'on regarde maintenant comment soutenir les startups africaines qui développent des solutions pour des Africains, donc par des Africains, pour des Africains, parce que ces startups vont intégrer les valeurs et les mœurs que nous avons en Afrique. Oui, alors Rebecca Enonchong qui défend, elle, une vision différente de la tech africaine. Guy qui nous dit, qui est sur Facebook, qui nous rejoint, la révolution numérique est une opportunité et la première qui sera menée par les jeunes Africains. C'est quelque chose de plutôt positif pour tout le monde. Un autre aspect, donc on n'a pas eu le temps de développer, mais quand même, si Internet est un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde avec 1500 watts par an, tonnes de watts par heure. Derrière la Chine, les États-Unis, au total, le numérique consomme 10 à 15% d'électricité mondiale, soit 100 réacteurs nucléaires. Et cette consommation double tous les 4 ans. Donc c'est quelque chose qui est très inquiétant. Et on pense évidemment aux centrales, aux data centers, etc., qui conservent toutes ces données. Donc à chaque fois que vous allez sur Facebook, vous surfez, parce que tout le monde fait ça évidemment, vous envoyez un email ou autre, vous consommez de l'énergie. Donc ça, c'est une vraie question. Et donc, finalement, les gens qui sont dessus sont tous préoccupés. On n'est pas les seuls
à penser à ça. Donc, merci infiniment pour toutes vos réponses. C'est ainsi que se termine cette émission. Ces réponses pertinentes et éclairantes. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de La Grande Palabre. N'hésitez pas à partager la page. Merci aux invités, à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission, à tous les documentalistes, à Nolwenn Guyon à la modération, Souel Kédir à la réalisation et Xavier Guibert pour le son. Et à bientôt sur les antennes de France 24 et de RFI.